Elle s'appelle Vanessa Alouche, vous l'avez probablement vue dans Aragadol première saison. C'est une amoureuse des chevaux, mais aussi une grande professionnelle. En route pour son Dahlia Story, c'est maintenant. Vanessa Alouche, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit exceptionnel. C'est vraiment magnifique. On est où exactement? Alors d'abord, je suis très contente de te recevoir. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. On est dans la réserve naturelle de Gueddor, qui est située entre les grandes villes qui sont Netanya et Hadera. Alors, on est où? On est chez toi? Chez moi, dans mon écurie, dans mon ranch. C'est ma vie, mes chevaux, 14 hectares, ma petite maison dans la prairie, ma Normandie en Israël. Justement, tu parles de la Normandie. Tu es née à Avignon Voilà. et tu as grandi en Normandie. À Guichainville. À Guichainville, c'est un petit village en Haute-Normandie où il y a beaucoup de chevaux, des vaches, du vin et du camembert. C'est là-bas qu'est né ton amour pour les chevaux? L'amour pour les chevaux, c'est déjà plus petite. Quand j'avais 4-5 ans, de mes premiers souvenirs, j'habitais au château de Chintré, je crois que c'est à côté de Dijon ou Mâcon. Et mon papa, il nous promenait, j'ai une sœur jumelle, Magali. On se promenait et puis il y avait des grands chevaux. À chaque fois qu'on se promenait et que je voyais ces chevaux, ça m'a chopée. Et à 6 ans déjà, j'ai fait du poney. À 8 ans, arrivé en Normandie. Et à 14 ans, sport-études, équitation à fond dedans. Jusqu'à aujourd'hui, mes 41 ans. Quand tu dis ça, tu résumes un peu parce que sport-études, tu as tout fait, quoi. Tu as fait sport-études, oui, mais après tu es devenu jockey professionnel. Tu sais dresser les chevaux, tu connais tout ce qui concerne l'univers du cheval. Exactement. J'ai commencé par l'obstacle, c'était mon domaine en Normandie. Le saut d'obstacle, le dressage. Quand j'ai fait le sport-études, c'était les écoles de Rambouillet, Maison Lafitte, IFTO. C'est un sport-études où on apprend l'hippologie, le métier du cheval, le dressage, le débourrage et même des bases de vétérinaire. Et en arrivant en Israël, je deviens aussi jockey professionnel. Donc je connais à peu près tous les domaines, que ce soit l'obstacle, la course, même l'attelage. Les écoles en France, c'est très haut niveau. Très haut niveau. Tu as beaucoup bougé avec tes parents. Ouais, jusqu'à l'âge de 8 ans. Beaucoup changé d'école. Et quand tu es arrivé en Normandie, tu as été confronté à un accueil pas très sympa, faut bien le dire. Disons en Normandie, j'avais déjà 8 ans. Donc il y a des choses qu'on comprend un peu plus tard. C'est pas évident à chaque fois d'arriver dans des nouveaux villages. Alors dans Normandie, il n'y avait pas de juifs. On était une famille, la famille Alouche et la famille Benamou, que je salue d'ailleurs. Et puis on arrive dans des écoles françaises. Je me rappelle même que Notre-Dame de Paris, c'est une école catholique. Je me rappelle lever le matin où le prof rentre dans la classe et il fait son signe de croix. Et je me lève pour respecter, bien sûr, mais je ne fais pas mon signe de croix. C'est-à-dire que je me sens la jeune fille juive dans un monde, je dirais, chrétien. On te le fait remarquer? Ouais. Comment? Les enfants, la méchanceté. En grandissant, c'est comme un post-trauma, c'est après que ça ressort. On comprend pas vraiment quand on est enfant, on est blessé, c'est des moqueries. Mais après, je comprends que c'était de l'antisémitisme pur et dur. Mais des moqueries, ça veut dire quoi? Des exemples durs. La salle juive, les croix gammées sur... à l'époque, on ouvrait les fameuses tables là, qui se pliaient en bois avec des petites croix gammées. Tout le monde rigolait. Ma sœur jumelle qui pleure au milieu de la cour, on n'est pas dans la même classe et qui me dit personne veut me parler parce qu'elle était malade le jour d'avant. Et quand elle est revenue à l'école, on lui dit la juive. Parce que la prof dit la jeune fille qui n'est pas dans la classe aujourd'hui, qui est malade, elle est juive. Donc les enfants, ils rentrent à la maison, ils racontent. Et donc les parents disent tu parles pas la juive. Faut trouver sa place. Alors il y a ce bon côté d'une belle enfance en Normandie, magnifique avec des gens que j'oublierai jamais. Et puis il y a ce mal aussi, cet antisémitisme, je pense différent d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il y avait au fond de la classe le noir, le musulman et la juive au fond de la classe, parce qu'on on se retrouvait entre nous, on était un peu les étrangers. Par exemple, moi on mangeait cachère à la maison, donc quand on allait à la cantine, j'avais pas le droit de manger de viande. Donc on était assis à la même table en fait. On était, parce qu'eux aussi ils avaient pas le droit de manger le cochon. Donc je me suis toujours sentie différente, et moi et ma sœur jumelle. Ça c'était dans la petite enfance, à l'école primaire, mais après quand tu t'es retrouvée en sport-études, là c'était beaucoup plus... Ouais. Là-bas aussi tu as rencontré l'antisémitisme? Là j'ai 14 ans. Oui. Donc là c'est ça du se hardcore. manifestait comment? Pareil, des croix gammées, des insultes, des kherem, comment on dit kherem? Des mises à l'écart. Ouais. Mais alors moi comme j'étais une roula, j'étais une dure. Je me laissais pas faire. Mais il y a eu des coups de poing à droite à gauche pour des insultes. Tu t'es battue. Ouais. Ça sort après, ça fait mal après. On s'aperçoit. J'avais un entraîneur, je vais pas dire son nom ici, mais qui était très très dur. Et puis quand je sautais l'obstacle, j'ai compris des années après, il me disait mais je me penchais un peu trop en avant. Alors il me disait mais arrête de faire ta prière, arrête de faire ta prière. J'ai jamais compris. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amalgame, je sais pas, de confusion entre les gens. Les musulmans, ils se prosternent. Et puis en fait, pour lui, j'étais juive, donc comme je disais, on nous met tous dans le même. Alors, ce que je faisais, que mes parents m'interdisaient, c'était de sortir ma Mégane David. Je la mettais dehors.
C'était ma petite vengeance. Ça tresse, quoi, l'antisémitisme d'une enfant, des moqueries, ça vient avec toi de partout. Quand tu choisis une voie professionnelle comme la tienne, très exigeante, où il y a beaucoup de concurrence, il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. C'est pas encore plus dur quand tu subis des insultes, des attaques? C'est beaucoup plus dur parce que tu te sens à l'écart. Tu dois toujours prouver jusqu'à aujourd'hui dans tout ce que j'ai fait. C'est dans mon caractère, la femme forte. Prouver que t'es meilleure que les autres? Parce que t'es juive? Pas forcément parce que t'es juive, même dans un monde du cheval. Au fur et à mesure que t'avances, c'est un monde d'hommes. Le fait d'être juive et d'être une femme et tout, il y a des choses où... Des choses où ça se complique. Ouais. Une fois que t'as terminé ton sport-études, comment tu as décidé de venir en Israël? Tu ne connaissais pas Israël, je crois. Tu as fait un premier voyage. J'ai fait un premier voyage, je crois que j'avais 15 ans et demi. On est allé à la Bet Knesset, la synagogue de Rouen. Et puis ils avaient organisé un petit voyage à Yad Sarah, côté de Jérusalem, je crois. C'est un voyage qu'avec les jeunes de la Bet Knesset? Voilà. Donc nous, on n'avait rien à voir, on est les Normandes. Et même là, pareil, c'est un peu bizarre, mais quand on arrive les deux Normandes, chez les Juifs, il faut aussi vous êtes qui? Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours eu ça. Vous fréquentiez pas la synagogue? Non, du tout. Donc, en fin de compte, là-bas, on rencontre une communauté d'enfants juifs qui se connaissent. Et puis, nous, on est là, les deux Normandes. C'est maman qui veut vraiment qu'on se rapproche un peu. Je sais qu'elle nous envoie des cours. Ils ont ramené un rabbin à Évreux pour essayer de faire du Talmud Torah. Enfin, on essayait de trouver un peu des juifs à droite, à gauche. On arrive en Israël. Je crois que c'était pour les 50 ans du pays. C'est mon premier voyage. On reste quelques jours et on rentre. Tu tombes amoureuse du pays? Non, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Moi, il fallait que je retourne à l'écurie avec mes chevaux. Mais après, je décide de faire du volontariat. Donc, je pars tous les ans à Sarel, en Israël, faire du volontariat jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, je reste. Alors, pourquoi tu restes? Parce que mes parents me disent, on va venir. Tu peux rester, on va faire notre alliance. On va venir. Moi, j'avais ma jument, je faisais de la compétition. Je travaillais chez la championne d'Europe et de France, j'avais ma voiture, j'étais au top. Ma sœur voulait faire son alia, j'ai dit bon d'accord, je vais venir. Ma jument elle va arriver, tout va bien se passer. Tu savais ce qui t'attendait? Non, Est-ce qu'elle est venue ta jument? Non. Elle est jamais venue? Jamais. Elle est morte il y a 4 ans. Quand j'ai pu, la ramener, je l'ai laissée j'ai écrit tout un texte là, c'est très dur où je l'ai laissée là-bas, avec ses copines en Normandie. Je me suis dit allez, faut qu'elle reste. C'est ça aimer. Alors avant d'en arriver là, il y a plein de choses qui se sont passées, on imagine. Tu débarques, t'as quel âge? 19 ans? 18 ans. J'arrive en 99. J'arrive à Sarel, à Nahal Sorek. Et j'ai un petit copain là-bas que j'avais rencontré un an avant. Il s'appelait Gili, un Israélien. Mon premier petit copain, mon amoureux. Alors évidemment, je suis... Waouh, comme une folle. C'est mieux que les chevaux là pour le coup? Non, c'est pas mieux que les chevaux. Mais c'est différent. Et puis vite fait, il est militaire et puis je me retrouve à habiter chez lui, chez ses parents, deuxième étage. Mais je travaille à Chagall, à Jérusalem, on habite à Pisgat Ze'ev, je me cherche, ils sont où mes chevaux, elle est où ma vie de tous les jours, enfin c'est très différent de ce que j'ai connu. Là pour le coup, t'es serveuse dans un café. Dans un café où je parle pas très bien l'hébreu. Et là je commence à travailler dans une écurie qui s'appelle Chavat Amira Yerushalayim. Donc tout de suite... Mais c'est de l'or qui arrive, parce que quand on arrive des écoles de France, le savoir que j'ai de tout faire, de tondre les chevaux, de dresser les chevaux, entraîner, enfin tout faire. Et puis on se sépare, il y a tout un bazar. Et tu te retrouves sans toi? J'ai une meilleure amie qui est jusqu'à aujourd'hui ma meilleure amie, Macha, une Russe, où je me retrouve avec Oski Siberi chez elle, à Tkoa, c'est un super village. Ouais. Et après je prends un petit appartement à Rehov Shammai, en plein dans Jérusalem. C'est la deuxième intifada, il y a bombe après bombe, au Kikar HaChatulot, au Sbarro. Il y a eu 6 bombes il y a 20 ans de ça, ouais. On s'en rappelle. Je vois de ma fenêtre des policiers avec des chevaux qui galopent, avec des ramcols en disant... Enfin, je me dis, mais c'est un film d'Indiana Jones, quoi. Non, c'est un métier, c'est une réalité. Tu es dans le deuxième intifada, il y a des bombes, et on est... je me rappelle être serveuse à Chagall, et puis il y a une bombe, et on monte tous chez nous, on se sépare. Tu vis cette période terrible que tous les Israéliens ont vécu. Ouais. On sortait de la maison la peur au ventre, ouais. faut dire la vérité. C'est ça. On savait pas d'où ça venait. Les bus sautaient, enfin c'était les vraiment bus une sale période. Les tkirot. Comment tu es psychologiquement? Est-ce que tes parents ne t'ont pas rejoint? Tu es seule en Israël? Je dis rien. Tu dis rien? J'ai toujours rien dit. C'est comme si tout allait bien? Toujours, toute ma vie. Même en Normandie, quand j'ai souffert d'antisémitisme et tout, j'ai jamais rien dit. Un homme de cheval, il est fort. Il pleure pas, il se plaint pas. Ça t'a aidé pour t'intégrer ici? Complètement. C'est grâce à eux que j'ai pu gérer toutes ces situations. Les chevaux et puis ce mal là, cette façon toujours d'être fort, tu te dis bon. Et puis je suis très numéro optimiste. Je suis tout le temps quelqu'un qui voit le bon côté des choses et tout ce qui m'arrive, même si c'est caché, je le vois pourquoi ça m'est arrivé ce truc là, il y a quelque chose. Et je le prends d'un bon côté. Comment de serveuse à Chagall, tu te retrouves
à réintégrer le monde du cheval. Ok, tu avais travaillé dans une écurie à Jérusalem, mais... En fait, je faisais et l'écurie et le soir Chagall. J'ai toujours travaillé les chevaux, je connais pas quelque chose d'autre. Comment t'es arrivée dans cette région? Quand je suis à Jérusalem, justement à Chagall, il y avait une Meltsarit, une serveuse qui me dit j'ai vu dans un journal, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien. Je vois dans une annonce où ils cherchent une monitrice ou un entraîneur de chevaux dans une écurie à Oudim, au Moshav Oudim. Donc je me pointe avec ma selle, mon husky Sibéri, à Moshav Oudim, c'est à côté de Natania. Et j'arrive chez un entraîneur qui s'appelle Uri Burstein. Et j'arrive avec toutes mes, tu sais, la vieille française, quoi. Toutes mes théoudotes. Tu sais, mais... Tu lui montres qui tu es. Tout ce que j'ai, quoi. Voilà, la française. Regarde, elle est hop à cheval. Je pense qu'il s'en foutait complètement de mes théoudotes. Et dès qu'il m'a vu, pour lui, c'était une évidence, quoi. Il m'a dit, bon, tu commences quand? Donc, j'ai quitté Jérusalem. Et j'ai trouvé un petit appartement à Inatrellet. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le coin de Sharon, dans le Mekrefer, que j'adore d'ailleurs. C'est vraiment ici la Normandie israélienne. C'est-à-dire, on n'est pas dans le nord, on n'est pas à Ramat HaGolan, on est à une demi-heure de Tel Aviv, on est à une demi-heure de Haïfa, on est à 10 minutes, un quart d'heure de Netanya. Tu regardes autour de toi ici, t'es dans la Normandie israélienne. Ça veut dire qu'ici, tout autour, c'est tout la nature. Et toutes les écuries et les chevaux, c'est ici, Bemiouchad, Bamerkaz. Comment t'es devenue jockey professionnelle? Comment tu as intégré ce monde très masculin? Très, que masculin. J'étais la seule femme. Je débourre des chevaux. Donc, pour ma parnassa, en fait, je m'aperçois qu'il faut que je m'adapte au chouk israélien. Et je m'aperçois qu'en fait, moi, mon plus, c'est le débourrage des chevaux. J'entraîne des chevaux, je dresse des chevaux de partout. Je suis freelancer. Je prends ma selle et je passe d'écurie en écurie avant d'ouvrir ici ma propre écurie. Et on me dit, oh, mais tu es toute maigre et toute petite. Pourquoi t'es pas jockey? Donc, jockey, c'est quoi? Les chevaux de course. Mais moi, faut savoir que moi, j'étais cavalière d'obstacles. Et je commence à entraîner des chevaux arabes, des pur sang arabes, des pur sang anglais. C'est l'élite du cheval de course. Et je me retrouve vite fait, bien fait, à cheval, dans les étriers, à perdre beaucoup de poids et à arriver aux courses israéliennes qui sont à Pardes-Rana. Qui n'existent plus aujourd'hui. Qui n'existent plus, c'était Wingate, c'est-à-dire c'était un sport, mais il fallait savoir qu'il y avait beaucoup de paris illégaux. Et donc, je me retrouve à ouvrir ma propre écurie de course. Je rencontre Ophir Ben David, mon petit copain pendant 5 ans. Il est jockey professionnel aussi. Et j'ouvre une écurie à Bitan à Aaron. T'es plongée dans la société israélienne. Complètement. Tu parles plus français? Non, j'ai pas parlé français jusqu'à que mes parents fassent l'Alia il y a pas longtemps. J'ai fait un cut avec la France. Je n'ai pas d'amis français. Je suis complètement israélienne. Je suis qu'avec des Israéliennes. Ce monde, c'est quand même très différent de ce que tu as connu avant. Comment t'es acceptée? Bon, d'abord parce que t'es une femme. On sait que c'est un milieu extrêmement masculin, que les jockeys professionnels sont généralement des hommes. Et en plus, pas toujours juifs, sont souvent arabes. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce que tu t'es retrouvée encore à vivre de l'antisémitisme? Ou alors, est-ce que ça s'est très bien passé et t'as découvert l'Israël que tu aimes? C'était différent parce que le monde des courses, c'était compliqué parce que comme je dis, c'est un monde très masculin. Il y a beaucoup de parieurs. Qui dit parieur dit aussi voyou. Et beaucoup d'Arabes, d'ailleurs, non, aucun problème. Comme en France, avec les Arabes de France avec qui j'ai grandi. Moi, ça s'est très bien passé. Je dirais même beaucoup, très respectué par le monde arabe en tant que femme. Plus qu'avec les Israéliens, je dirais même. L'arabe, il ne se permet pas de me faire des petites remontrances ou quoi que ce soit. J'ai été très bien respectée. Je m'aperçois qu'on est 10 jockeys à partir en course. Je suis la seule femme. Il y a 9 hommes, 7 arabes ou bédouins et 2 Israéliens juifs. Ce qui est beau dans ce monde du cheval, c'est qu'on a des entraîneurs israéliens juifs, on a des cavaliers arabes, je crois que c'est un sport qui monte un peu comme dans la musique ou dans la nourriture même, qu'on peut vivre ensemble et que arabe israélien, il y a des tensions, hein, mais ça se passe bien. Pour toi, ça s'est très bien passé. Ouais, là-dessus, ouais. Par rapport à ce qui s'est mal passé, c'est plus le côté femme, faut trouver sa place. Je me rappelle d'un Abed, un arabe du sud du Negev, avec qui se montait son cheval qui s'appelait Sangoku. Et je gagnais des courses, j'adorais ce cheval. Et puis un jour, je vois qu'il me met plus en liste sur le cheval. Je lui dis, il me dit, ouais, tu peux plus monter Sangoku. Parce que il se moque de moi, les Bédouins au sud. C'est une femme qui gagne la course, c'est pas un homme. Enfin, l'âme. Tu sais quoi, il a jamais plus gagné Sangoku. Il a plus gagné. Non. C'était en même temps, c'est la mentalité. Oui, je peux comprendre, mais ça m'a fait beaucoup vexer. Je dois encore prouver quelque chose. Oui, c'est sûr. Tout le temps. Tu as prouvé et tu t'es aussi éprouvé. Ouais. Ça veut dire que pour être jockey professionnel, plus on est léger, plus on est légère, mieux c'est. Ouais. Et tu t'es évertuée à devenir très très légère. Ouais, un peu trop. Jusqu'à tomber dans l'anorexie. Exactement. On parle pas beaucoup de l'anorexie des sportifs. On croit que l'anorexie ou la boulimie, c'est des jeunes filles de 13-14 ans qui veulent être mannequins, qui se font vomir ou qui mangent pas.
Et il y a l'anorexie des sportifs. Les jockeys, les boxeurs, les danseuses, peu importe, il faut vraiment, il y a un poids respecté. Puis j'ai aussi un petit copain, comme je dis, on est une écurie où il est jockey professionnel, donc lui il fait 1m70. Et puis on mange pas à la maison. Parce qu'il y a des courses au week-end et on a des poids respectés. Et en fait, tu rentres dans un bemarbolette, dans un engrenage, loop où ton corps il s'habitue à ne pas manger. C'est psychologique. Et je me rends pas compte au début parce que je maigris et je vois un peu le regard de ma sœur jumelle, des amis autour. Et puis quand mes parents viennent de France, ils me disent ouais, t'es un peu trop maigre là, Vanessa. Et puis quand tu manges pas, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. Il y a rien qui t'éteint. C'est-à-dire si ça commence pas par la psychologie, il y a la psychologie qui s'y mélange. C'est-à-dire que tout va bien. C'est comme t'es zen. Ça n'a rien à voir avec l'anorexie mentale. Ça devient l'anorexie. Ça devient de l'anorexie mentale. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, dans mon mental, je peux dire que je suis anorexique. Ça veut dire que j'ai toujours ce problème de nourriture qui reste avec toi. La façon dont tu te vois aussi après dans le miroir. Toi, pour toi, t'es pas anorexique. Tu veux dire, tu es un clou, tu fais 39 kilos. Mais t'es bien. Mais t'es bien. C'est les gens autour qui disent qu'est-ce qu'il y a là ? Comment tu t'es rendu compte et comment tu t'en es sortie ? Est-ce que tu as été soutenue ici par des institutions israéliennes ? Ouais. Est-ce que tu as trouvé de l'aide ? Je m'en suis rendu compte tard. Je crois que j'étais déjà avec des épisodes de cailloux dans les reins, blanches, enfin voilà, les prises de sang pas au top. Tu t'aperçois que voilà, et surtout que t'es faible. Il y a des moments où tu dis je peux plus monter les chevaux de course, que je suis toute maigre, j'arrive, t'es desséchée. Je m'en rends compte tard et puis un jour je suis à l'écurie, je suis pas bien, j'ai toujours habité avec mes chevaux, j'étais habitée à la Ronde et il était 5h l'après-midi. J'étais vraiment pas bien, j'ai dit je vais me reposer, j'ai mis mon pur sang anglais dans le manège avec ses guêtres, c'est des protections pour les membres. Puis je suis montée me reposer, la maison elle est juste devant les chevaux. Je me suis réveillée le lendemain matin, vers 11h. J'ai zappé la soirée. Ils ont pas mangé mes chevaux. Mon cheval est resté la nuit dans le manège avec ses guêtres. Il faisait froid, enfin je me rappelle de son regard, il me regarde de dire mais t'étais où ? Enfin, non mais c'est triste parce que je me suis dit là stop. Si c'est pour moi, c'est comme une maman avec ses enfants, des fois elle a pas la force mais elle dit hey. Avoir une responsabilité en permanence. Exactement, quand on me dit tu travailles tout le temps, mais c'est comme une maman elle travaille tout le temps. C'est-à-dire dans un sens c'est le monde du cheval qui me rentre dans un engrenage terrible, mais dans un sens tu te dis ouais pour eux, si c'est pas pour moi c'est pour eux. Et là je me retrouve à Ramat HaSharon 3 fois par semaine. Ma mère vient de France, elle reste avec moi assez longtemps, on voit que je suis pas bien, faut que je remange là, sinon ça va pas aller. À Ramat HaSharon je vois des psychologues, des diététiciennes et je reprends du poids et je m'aperçois que voilà faut pas être aussi mec que ça. Faut pas rentrer, on peut être jockey, faut pas rentrer dans cette anorexie. Ce qui me sauve, c'est un peu bizarre, mais c'est mon entrée dans le Big Brother Israël. Ça, c'est encore un truc de fou. Voilà, quoi. Nouvelle expérience de Vanessa. C'était il y a 10 ans à peu près. C'était le premier Ach HaGadol. Le premier Ach HaGadol, c'était la première grosse télé-réalité. Comment t'arrives là-dedans ? J'ai un ami qui vient à l'écurie, qui me dit voilà, on m'a proposé une émission et tout, tu viens avec moi. Je dis moi la télé, non, je suis un peu timide aussi. Et quoi de mettre. J'étais une enfant timide. Et en fait, ma mère était en Israël, elle me dit mais vas-y, ça peut être bien. Et puis il me dit il y a 1 million de shekels. Mais chez Zoré, maman elle me dit tu sais ça peut être bien pour toi, pour ta vie. C'est pas évident en Israël. J'imagine. Pour tout. Et puis tenir une écurie, t'as choisi une vie difficile. Une vie difficile. Donc je me dis 1 million de shekels. Alors moi dans ma tête je me dis ça doit être une émission. Voilà, faut être fort, on fait du sport, on fait machin pour moi. Pas du tout. Je me pointe là-bas et je reste 2 mois et demi dans une villa fermée. Là-bas, c'est bizarre parce que je me retrouve avec 7 autres personnes que je suis persuadée que je ne les aurais jamais rencontrées. Des gens, c'est comme un mini-Israël. Il y a un homosexuel, une Française, une Arabe, un qui déteste les Arabes, un qui déteste les homosexuels. Je dirais, on prend de tout là, on nous met dans une maison et on ferme. Et débrouillez-vous. Et là, c'est intéressant parce que Ani Pogeshet et Tatsmi. Je me retrouve à moi-même, en fait. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de téléphone. C'est comme un Yom Kippour qui se termine pas. Et puis, on est filmé 24 heures sur 24, mais on oublie les caméras puisque c'est derrière des miroirs. Et en fait, on s'ouvre aux autres. Et là, il y a tout qui ressort. Tout. Je m'aperçois de l'anorexie que j'ai passée, de l'antisémitisme en France, ce monde de jockey très masculin et tout. Et là, je me retrouve aussi dans un monde où j'ai des copines là-bas. Je veux dire, je suis dans un monde très masculin. Et là, il y a des filles avec moi. Donc, elles se moquent de moi, elles m'habillent, elles me maquillent. Et tu sors de là, t'es une star. Ouais. C'est bizarre, mais c'est ça. Je me rappelle, je sors de la télé après 2 mois et demi. Ma sœur jumelle me dit, Vanessa, t'as les tov. Il y en a pas un qui te connaît pas en Israël. Donc je la regarde, je me dis mais comment ça, enfin pour moi c'était
Je pensais pas que tous les Israéliens étaient scotchés à l'écran, mais tout le monde regardait, c'était le premier. Et je sors et je comprends que partout où je vais, on me regarde. Dès le lendemain matin, interview, télé, moi. Non, moi. Et oui, j'arrive à la télé et j'ai l'impression de me voir de côté. Là, je commence à mannequiner, comment on dit mannequin ? Mannequin, devenir mannequin. Je me dis, je suis aussi jolie. Enfin, c'est-à-dire que j'ai essayé de trouver mon côté féminité dans ce monde des chevaux et je fais mon premier char, je sais pas comment on dit char, le premier catalogue. Première couverture. On me demande de poser, je me rappelle on m'avait habillé en style Madonna avec une casque d'équitation, une cravache et tout, très Madonna et tout, et moi je sais pas comment poser, on fait quoi ? On me maquille, on me montre comment poser et quand je vois le magazine, je me dis Zotloane, c'est pas moi, c'est une autre personne. Et là je rentre dans un loop d'interview, de mannequinat, et je leur mets un ultimatum où je leur dis, OK, je viens de mon écurie à Bitanaron à Tel Aviv, mais faut me ramener entre deux à l'écurie avec le taxi parce que moi je dois aller voir mes chevaux et nourrir mes chevaux. Et c'est ça qui m'a gardé vraiment les pieds sur terre. C'est-à-dire que c'était ce monde de stars, de paillettes, éphémère, le soir à aller dans des moadons, des boîtes où t'es une star de la télé-réalité, la Loana israélienne et je gagnais beaucoup d'argent. Parce qu'il fallait... Mais ça, c'était aussi bien de gagner beaucoup d'argent après la galère que tu as dû vivre. Parce que tu vivais Exactement. À droite, à gauche, dans des caravanes, exactement. Pas toujours facile. Et là, je me retrouve, je peux m'acheter des choses. Comme ça vient, ça part vite. C'est, comme tu as dit, éphémère. C'est quoi éphémère ? C'est lent, amitié. J'ai 27 ans, je suis jeune, mais j'ai les pieds sur terre. Mes chevaux, Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, après le Big Brother, j'ai fait d'autres choses. On m'a surnommée la Brigitte Bardot israélienne, puisque je suis, même au Haggadah, on se moque de moi là-bas, où je sauve le papillon de la piscine. Tu sauves les chiens errants ? Les chiens, les chats, je ne parle que de ça. Jusqu'à aujourd'hui, je parle de ça et je vois que mon power, ma force, l'impact que j'ai sur les gens sur Facebook. Après, il arrive Facebook et je me dis, c'est ça, je suis moi en fait. Je suis, d'accord, l'homme de cheval, femme de cheval, qui fait de la télé, mais je suis Laura Ingalls de la petite maison dans la prairie, la Brigitte Bardot, enfin c'est moi. Je reste dans parce que c'est un typecast, la télé-réalité. C'est un personnage qui est vrai, mais qui doit jouer son rôle. Et mon rôle, c'est quoi ? Mais c'est d'être moi et la fille de Normandie, la cavalière, là. La française. Après tout ça, comment on retombe ? Parce qu'aujourd'hui, tu as réussi à avoir cet endroit magnifique, avoir des chevaux. Tu as 6 chevaux, donc un cheval de course. Des poneys. Comment on fait ? C'est grâce à l'argent que tu as gagné avec la télé-réalité ? C'est grâce à ton travail ? C'est grâce à quoi ? D'abord, mon travail, et puis mes chevaux et tous mes animaux, ce sont des rescapés. Je n'ai acheté aucun de mes chevaux. J'ai des chevaux avec qui je sauve énormément d'animaux. Mon but, c'est de prendre des chiens, des chats, des chevaux, de les soigner, ça coûte beaucoup d'argent, et de les placer et trouver des familles. Ça veut dire quoi ? Trouver des propriétaires ? Des propriétaires. Les gens m'appellent jusqu'à aujourd'hui pour me dire, voilà, Vanessa, à tel endroit, on a vu tel cheval. Il a la peau sur les os. Alors, je lui dis, envoie-moi une photo, tac. Et moi, j'ai tous les contacts. On arrive s'il faut avec la police. On sort le cheval. J'arrive avec mon vent. Je le ramène chez moi à l'écurie. Je le soigne, je le nourris. Et après, je le place. Si c'est une école d'équithérapie, où je sais qu'ils vont bien s'occuper de lui. Si c'est des chiens et des chats ou une famille qui veut un chiot. Et je lui dis, mais apprenez à vos enfants des bonnes valeurs. Venez, prenez un chien qui a besoin parce qu'il a une oreille coupée ou quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent 10 ans après avec des photos. Ouais, il est mort le mois dernier. Enfin, je veux dire, j'en ai tellement sauvé que à la nuit, je me rappelle pas de tout le monde, quoi. Quand tu parles, c'est un Israël qu'on n'a pas trop l'habitude de découvrir. C'est un plaisir de t'entendre parce que vraiment, tu vis ça. Ça t'a permis aussi de t'attacher à la terre. On voit comme tu aimes la nature, comme tu as choisi de vivre dans un endroit, dans une réserve naturelle où c'est pas évident. Tu vis juste dans une petite caravane qu'on voit derrière. Une caravane derrière. On n'a pas le droit de vivre ici dans du dur. Je vis dans une caravane avec mes chevaux dans une réserve naturelle. Ici, l'eau, c'est l'eau du puits. C'est un choix de vie. Oui, pour une femme, 41 ans, ça y est, il faut... Je continue de faire ça. Je ne peux pas faire autre chose. Je me vois pas dans un immeuble. Tu sais, pour moi, c'est pas moins difficile le mec qui se lève à 5h, 6h du matin, qui part faire 2h30 de pkakim à Tel Aviv, qui reste dans un bureau pendant 8 heures devant un ordinateur, qui rentre le soir, qui se retarde des pkakim. Enfin, je veux dire, c'est quoi qui est dur ? Ma cachet. Pour moi, c'est un bonheur. Ce qui est dur, oui, c'est d'être une femme dans un monde plutôt masculin. Tout ce travail des chevaux, c'est un travail physique, mais tout est dur. La personne la maman qui élève 6 enfants et qui se lève et qui doit faire Shabbat et tout, c'est une guerrière, elle aussi. Elle aussi, c'est dur. Tout est dur. Ça dépend comment tu prends la chose, comment tu prends ton histoire.
Et comment tu décides de vivre ça, de prendre les bons côtés. Comment tu te sens aujourd'hui en Israël? Parce que je sais que tu as passé des moments très durs, mais en même temps des moments très heureux. Très heureux. Je me sens bien chez moi. Je regrette rien du tout de tout ce que j'ai passé. C'est ma force, c'est ma vie. C'est un pays qui est pas facile, qui est difficile. Il faut s'intégrer. On et tous les Français de sortez dehors pour vous intégrer. Il faut vraiment rentrer dans l'israélien. Alors c'est différent de nos mentalités, de nos de nos bonnes manières françaises qu'on avait. T'as ressenti ça ici? T'arrives, tu te dis, tu arrives avec tes petites manières de Normandie. Bonjour monsieur, merci, s'il vous plaît, machin. Ici, yalla, kapara, tuchal chummus. Yesh mashu yafe beze. C'est beau, ce côté populaire, direct. Il y a pas de blabla autour. Puis c'est tout. Donc je viens quand même. Ma mère, elle me dit pendant des années, oh là là, mes filles, comment vous êtes venues, moi et ma sœur jumelle. Qu'est-ce que vous êtes mal élevées. C'est ça aussi qui fait que on s'intègre. Il faut aussi devenir comme ça. Il faut devenir israélien. Faut pas avoir honte de devenir comme ça. Non, faut pas avoir honte de devenir comme ça. Il faut s'intégrer. C'est une mentalité qu'il faut accepter. C'est un pays dur et il faut mériter ce pays. Il faut rester ici. Il faut se battre. Il faut devenir israélien. Il faut parler la langue. Sans parler la langue, tu te sens à côté. Il faut avoir des amis israéliens. Il faut vivre le monde. Israël, c'est un pays magnifique. Les Israéliens, c'est des gens en or, et puis il y a des bons et des mauvais de partout. Comme en France, il y en a des méchants ici, et il y en a des méchants là-bas. La télé-réalité, c'est fini maintenant? Non, j'ai fait il y a 4 ou 5 ans Cash Island en France. Pourquoi t'as fait ça? J'adore les nouveaux challenges. Quand on m'a proposé Cash Island en France, c'est une émission sur C8, après le Cyril Hanouna. C'est une émission qui est présentée par Benjamin Castaldi, qui d'ailleurs adore les chevaux. Et j'arrive dans les Philippines à Palawan. Je fête mes 36 ans sur l'île de Palawan dans un nouveau challenge, une sorte de Koh-Lanta en fait. Et je me retrouve là-bas, je me retrouve en finale, 2e place. Bon, ça me passe sous le nez, les 100 000 €. Ça, c'est dur, ça. Ouais, ça, c'est dur. Tu l'avais fait pour l'argent? Pas que pour l'argent. L'argent, c'est une aide. Avec l'argent, on peut tout faire. C'est pas le bonheur, je veux dire. On fait pas que les choses pour l'argent. L'argent, c'est surtout en Israël. C'est une facilité. Donc ici, on fait un peu de tout. Faut s'en sortir. Il y a des hauts et des bas dans ce pays. Faut savoir qu'on a beaucoup la intifada shnia. On a beaucoup il y a eu Tzuk Eitan. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des attentats et des guerres, c'est nos poches c'est nos parnassas qui sont touchés. Dans tout domaine. Donc c'est pas quelque chose qui va continuer, t'es tranquille, t'as ta parnassa, l'homme, mamash, lo. Et on sent le mitoun, je sais pas comment on dit, on sent cette chose, à chaque fois qu'on a un problème, et on en a, malheureusement, assez souvent. On a des problèmes ici, et de guerre, de tensions qui font que le travail y baisse, tout le monde a un peu peur. Et ça se ressent, donc dès qu'on me propose quelque chose avec 100 000 €, 1 million de shekels, oui, je vais pas dire non. On te comprend. Alors, ça fait partie de ça, la démarche que tu as eue. Tu as été approchée par Léa Tov, que je salue, si elle nous écoute. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, grâce à Léa. Elle t'a embarqué dans un truc incroyable, une course il y a 3 semaines. Au Maroc. Voilà. T'as répondu tout de suite présent. C'était pourquoi? Pour défendre aussi l'image d'Israël au Maroc? Ouais. J'ai répondu présente à Sahawiya. Sahawiya, c'est une compétition multisport qui est dans le sud du désert, du Maroc, à Dakhla. Et c'est la première fois on doit représenter Israël dans cette compétition multisport. C'est VTT, kayak, escalade. J'ai fait des 34 km dans le désert, dans le sable jusque-là. C'était la première fois qu'une équipe israélienne était présente dans cette espèce de compétition incroyable. Puis on nous attend. Pourquoi on nous attend? Puisque moi, j'ai choisi de venir avec une Israélienne musulmane arabe. C'était mon choix. Pour moi, dans les médias français, ou même dans du monde, on montre une image d'Israël où on dit apartheid, c'est-à-dire cette façon que les Juifs israéliens se comportent envers les Arabes. C'est les médias et c'est pas du tout notre réalité. Alors bien sûr, il y a le conflit israélo-palestinien. Je veux dire, il y a des gens comme nous ici, il y a des Juifs et des musulmans qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui font leur travail, qui rentrent chez eux. Et en fait, ce côté-là où à chaque fois où j'arrive même en France, j'ai eu des interviews Figaro un peu de partout. Enfin, on me dit voilà, alors Israël avec les Arabes. Enfin, on nous met en fait. J'ai l'impression encore que je dois encore me justifier. Je veux dire encore une fois, à dire ah non, mais pas du tout. Et j'avais envie de prendre cette réalité, donc j'ai contacté Ulfat Ryder, une femme de 51, une femme adorable, sportive, qui a représenté Israël pendant 23 ans dans des compétitions de volley-ball. Elle est magnifique et on se rencontre et je lui explique que j'aimerais qu'elle représente avec moi Israël dans cette compétition de Sahawiya. Et elle est marathonienne, elle fait du triathlon, donc elle me regarde, elle me dit oh, encore une qui est un peu babarge comme moi. Et tout de suite, on se rend compte et c'est la fusion. Et sur place, comment ça s'est passé alors? On arrive donc à Dakhla avec Ulfat.
Et Léa, elle sort tout de suite le drapeau d'Israël. Et là, je me dis, hop, et là, tout de suite, on nous embrasse, on prend des photos avec nous. T'étais surprise de ça? Ouais, je pensais pas à ce point-là. Je me suis dit, bon, quand même, quoi. Enfin, il va Maroc. nous inviter, mais c'est le Maroc. J'ai été très surprise parce que je me suis dit, ouais, mais il nous adore. Et quand tu rencontres donc ces femmes marocaines musulmanes, on a la même histoire, la même peine. Elles me disent, voilà, moi, ma mère, elle me raconte que un matin, elle s'est levée et il y avait plus sa meilleure amie. On m'a offert là-bas une pièce du Hassan Mohammed qui a dit à Hitler, quand il a dit, donne les Juifs. Et ici, il n'y a pas de Juifs, il y a des Marocains. Donc ça, c'était aussi une belle expérience. Tu aimes te servir des médias pour donner une belle image d'Israël? C'est important pour toi? C'est important pour moi parce que j'ai pas envie de. Je pense que les médias, ils sont bons, mais ils racontent pas toutes les bonnes façades d'Israël. Ils sont aussi mauvais. Qu'est-ce que tu aimes ici? אני יכולה להיות אותנטית. Tu peux être toi-même. Voilà. J'ai trouvé enfin ma place ici. Je suis israélienne. C'est mon pays, c'est ma fierté. טוב שאני כאן. Aujourd'hui, tes parents sont là. Ils l'ont faite finalement, l'Aliyah. Ça a mis 20 ans. Ouais. C'était dur, ça, pour toi? Ouais. Horrible? Horrible, c'est le mot. Ma sœur, parce qu'on était toutes seules. Puis pareil, toujours faire croire que tout va bien, mais c'est dur d'être seule sans ses parents ici dans un pays quand t'es jeune. Il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Aujourd'hui, est-ce que tout va bien? Depuis qu'ils sont là, ils sont arrivés, oui, bien sûr. Puis j'ai ma sœur jumelle qui a 2 petites jumelles, donc mes parents, ils sont là. C'est des grands-parents, quoi. On s'est retrouvés. Kaasti. T'es en colère? Ouais. Pendant 20 ans. Contre eux? Je sais pas si c'est contre eux, mais j'acceptais pas le fait qu'on soit là toute seule pendant 20 ans. On n'a pas raconté nos petites histoires à nos parents. Je crois qu'ils savent pas jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu as des projets? Oui. 41 ans, maman. Ok. J'aimerais être maman. J'ai On te rencontré... le souhaite. Merci. J'ai rencontré Roman, mon petit copain. Il est russe, de Sibérie, de Yakoutia. J'ai retrouvé en lui ce que j'aime, en fait. Pour moi, c'est la bonne personne. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est surtout de l'événementiel. Il faut s'adapter avec l'âge. Je ne monte plus en course, je ne suis plus jockey, je fais de l'événementiel. C'est-à-dire que je prends des chevaux pour toutes les smachotes. Les jeunes couples viennent ici sur la plage qui est à 200 mètres d'ici d'ailleurs. Je prends les chevaux et puis on fait du shooting avant le mariage qui s'appelle Trash des Dresses. Et puis ma mère qui est arrivée il y a quelques mois, qui a fait l'Aliyah, qui est une très très bonne couturière. On a ouvert Maktoub, on fait des hennées. En 1 heure, t'as l'impression que tu es à Marrakech. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Cathy.